Bon, as-tu des amateurs de pêche en place? Ah, j'aime ça. On partait de ça avec, aujourd'hui, on parlait des techniques de pêche de la truite grise en général, du lac Memphremagog. On va parler de ça parce que c'est dans ce coin-ci, c'est dans notre patelin qu'on pourrait dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc-André Paquette, guide de pêche professionnel depuis 5 ans. Je viens de la région, je viens de Windsor. Mon père avait un magasin de chasse et pêche à Windsor, André Paquette, le Pro Nature. Donc, je vais vous parler un peu de ma compagnie brièvement. J'offre des services de guide. J'ai un kiosque dans l'allée 300. Si ça vous intéresse de venir me voir parler de pêche, je vous réserver un forfait. Je guide au masquilongé. Pour ceux qui ne connaissent pas le masquilongé, c'est le poisson qui est là. Il y a ça sur le fleuve. C'est une de mes espèces préférées. On en prend quelques-uns par jour. On n'en prend pas 10. Là, si vous venez mon kiosque, je vais vous expliquer ça. J'en ai même un grandeur nature avec moi. Que c'est mon record, j'ai réussi à capturer 54 pouces par 26 pouces de circonférence. Si ça vous intéresse de voir ça, j'ai aussi à la truite grise au lac Memphremagog, à tout arc-en-ciel ou à Nanesh Memphremagog, à l'Eschia au lac Memphremagog, doré Eschia sur le fleuve Saint-Laurent, puis au brochet dans le lac Anastas. On va commencer ça pour parler du Memphré. Y en a-t-il qui pêchent le Memphré ici? On a déjà été pêcher le Memphré? C'est parfait, ça, j'aime ça. Bon, mais là, y en a-t-il qui connaissent la légende du lac Memphremagog? On connaît ça? Memphré, le gros serpent, là. Bon, je vais vous l'expliquer c'est quoi vite fait ça, parce que c'est quand même cool, là. On voit ça, on entend ça souvent, le lac Ness, le Memphré. Ça sort pas de nulle part, ça part dans le fond que dans le lac Memphremagog, il y a des éperlets, c'est le poisson à poudre. C'est plein de petits éperlets, c'est à peu près 3, 4 pouces, 5 pouces de long. Ça se tient en millions, il y en a des dizaines de milliers. Comme des sardines un peu en mer, ça se promène, on voit ça dans les vidéos des fois avec les requins, mais ça se promène, ça fait des grosses boules. C'est la même affaire au Memphremagog. À la fois, il disait tout le temps, hey, le monstre, il va se cacher en dessous de la montagne, dans une caverne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a une raison pourquoi ils pensent que le monstre était là. C'est parce que les grandes profondeurs du lac sont entre l'abbaye et la montagne AZ. Mais près d'AZ, ça coupe direct carré. Fait que vous pouvez être ici au Hudson à côté de moi. Vous pouvez avoir 70 pieds d'eau. Okay? Fait que ça coupe carré. Mais les éperlans, à ce spot-là, près de la montagne, ça s'appelle une barre. On appelle ça le spot de la barre. Les bateaux sont accordés. Ça passe de 200 pieds à 100 pieds à 30 pieds. Jusqu'aux États-Unis, on a 25 à 30 pieds, jusqu'au bout de Newport. Bon, mais les éperlans, qu'est-ce qui se passe là? C'est que dans la nuit, ils vont manger sur le plateau. Des fois, ils restent là, sur le plateau de sable qui est 30 pieds. Ils s'éparpillent, puis ils vont se nourrir. Quand le jour il lève, ils reviennent se cacher dans les profondeurs parce qu'ils vont se cacher dans 150, des fois là, 150 pieds, pour pas que les truites viennent tout le temps les manger. Bon, fait quand il y a une journée ensoleillée et qu'il n'y a pas de vagues, ben dans le temps, quelqu'un était sur la montagne, ben les éperlins venaient se nourrir à la surface, ça faisait une grosse boule noire géante qui se promenait. Ça avait des formes, tu sais, on joue le jeu du téléphone, ah ouais, j'ai vu ça. C'est pas un serpent, c'était une grosse boule noire qui se promenait. Des fois, ça frétille sur l'eau, ça fait comme les éperlins sautent, fait que ça faisait comme s'il y avait un aileron, quelque chose qui sautait sur le plateau. Donc, la légende, c'est pas tout à fait vrai, mais tu sais, il y a une partie qui est vraie qui avait l'air d'avoir un monstre. J'espère que ça vous a éclairé là-dessus. Vous pouvez compter ça à partir de Noël, dans l'heure intelligent. Je dirais pas que c'est moi, c'est correct. Fait que, dans le Memphremagog, on voit toutes sortes de poissons. Il n'y a pas d'esturgeon, il n'y a pas de masquilongé, mais on retrouve presque toutes les truites, tout arc-en-ciel, truite brune, truite grise, Wananiche. On a la chienne grande bouche, petite bouche. Il y a du monde qui dit qu'ils ont déjà pogné du doré. Moi, je n'ai jamais vu, fait que je ne peux pas confirmer ça. Si vous avez une photo d'un doré au lac Memphremagog, vous venez me voir mon kiosque, donneront un beau rabais. On est à la pêche avec moi, je n'ai pas vu ça souvent. Fait que là, aujourd'hui, on va aller voir le guide, là, on va aller voir sa conférence, il va nous aider des spots. Bon, ça va être cool, là, vous en dire un ou deux, partir ça. Mais au Memphremagog, une journée sont à une place, l'autre journée sont à une autre place. Il y a le spot de la montagne qui est là-bas. Je vous ai dit qu'il y avait des éperlets, donc il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture, il y a des poissons. Les animaux, ça n'a pas de hobby, ça ne vient pas au salon, ça se pêche, écouter le guide. Non, les autres, c'est pour leur survie, pour se cacher puis manger. Donc, quand il y a de la nourriture, il y a du poisson. C'est très important à comprendre, c'est quand vous trouvez de la nourriture et du poisson en eau, vous pêchez dans n'importe quel lac au Québec ou dans le monde. En mer, quand vous voyez les mouettes qui descendent, c'est parce qu'il y a des petits poissons en eau. Dans ce temps-là, il y a des poissons. Fait que c'est comme un peu, moi je compare ça quand on était dans les années préhistoriques, les humains, ils chassaient le mammouth, ben, ils se déplaçaient en conséquence des mammouths pour pouvoir se nourrir. C'est la même chose pour les poissons, ils se déplacent en conséquence de nourriture. Fait que près de la montagne, c'est bon, il y a
à l'abbaye, près des Pères, là, qu'on appelle là, le monastère. Il y a l'abbé Sergent qui est bon. C'est tous des endroits qui sont super bons. Là, on va se fier à notre électronique que je vais en venir tantôt. Le lac Nymphomagog est fait sur le nord ou sur le sud, qui va jusqu'à Newport, jusqu'à la ville de Magog. C'est un lac qui est fait sur le long, donc vérifiez vos vents quand vous allez à la pêche. Quand vous avez un vent du nord ou du sud qui est en haut de 30 km/h, si ce n'est pas une bonne embarcation, là, ça commence à brasser un peu. Vous avez des vents de l'ouest ou de l'est, c'est moins pire. C'est un point à checker avant d'aller à la pêche, c'est un petit chat-là. Ça, on a une belle crise qu'on a pognée l'an passé de 12 livres, c'est une super de beaux poissons. Les grandeurs de poissons, si vous venez en pêche chez moi au lac Nymphomagog, vous allez par vous-même. D'habitude, le 2 ans, on pognait 26-27 pouces, là, c'était en moyenne. L'année passée, c'était un petit peu plus petit, je dirais plus 24 à 25, 25, 26. De temps en temps, on en snappe une grosse. Là. Il y a plus de poissons ensemencés que de poissons naturels. Ils sont faciles à distinguer là, avec les ailerons. Là, il y a du blanc dessus qui sont très orangés, les couleurs sont plus vives sur les poissons naturels. Là, c'est ça, je vais vous garocher plein d'informations. J'ai genre 25 minutes pour dire tout ce que je pense de la pêche au lac Nymphomagog. Fait que je vais faire le mieux que je peux. Il est important de savoir que de nos jours, on a plein d'instruments importants qu'on peut pêcher avec, comme de l'électronique. On a passé de juste voir notre fond à pouvoir mettre une cartographie, de pouvoir avoir notre GPS dans notre sonore. Là, on a même rendu avec les technologies live qui est Panoptix ou LiveScope. Que je vais expliquer après. Je vais juste vous montrer les images de chacun, puis vous pouvez comprendre c'est quoi, puis un bref aperçu de la technologie. Technologie LiveScope, ça a changé l'industrie de la pêche, c'est même interdit à des places, mais ça fait partie de la vie, on faut évoluer, puis le poisson va s'adapter, puis c'est comme ça que ça fonctionne, il ne faut pas en vouloir la technologie. C'est pas parce que tu as un LiveScope que tu vas faire la peau à tout le monde en pêche. Oubliez ça. Un LiveScope, ça va vous aider à comprendre le comportement du poisson, ça ne le fait pas plus mort. Moi, quand j'arrive à la pêche, on descend notre ligue, on jig, là, je vois les trucs, comment ils réagissent. Je sais tout de suite, en partant la journée, si ça va être une journée tough ou ça va être une bonne journée. Parce que les poissons sont réactifs ou pas. Des fois, s'ils ne bougent pas partout, mais ton LiveScope dit peut-être que les poissons ne sont pas prêts encore. Il y a plein de facteurs. Vous pouvez changer de spot, ou essayer d'autres leurres, ou essayer des leurres. Plus exemple, le poisson, vous voyez, il ne bouge pas partout, on ne mettra pas quelque chose d'agressif, on ne mettra pas quelque chose de plus gros. On va rapetisser nos leurres, on va y aller plus en finesse. Technologie LiveScope aussi, ça, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une sonde, elle a 20 degrés, tu vois jusqu'à 100 pieds à peu près, puis tu vas voir si ton poisson il arrive de la gauche ou de la droite. Tandis que quand le sonore traditionnel, tu vois juste que le poisson, tu ne sais pas à combien de pieds qui est de toi. Tu sais qu'il y a un poisson qui s'en vient vers toi, là, si vous avez jigué avec votre sonore traditionnel. Avec le LiveScope, on peut dire qu'il est 25 pieds à droite. Fait que là, maintenant, Carole est à côté. À Carole, il s'en va vers toi, monte, pam, il va snapper Carole. Tu ne l'aurais jamais pogné de l'autre manière. Fait que oui. Mais tu sais, là, tu te donnes une chance de plus. Quand vous venez en service guide avec moi, on utilise le LiveScope, je vous montre comment ça marche. C'est comme une expérience aussi. C'est pas juste d'attraper des poissons, c'est l'expérience de comprendre qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Avec le LiveScope, ça l'aide. Pour les LiveScopes, il y a différentes. Ça, bien souvent, tu peux l'accrocher sur ton transom de bateau en arrière ou tu peux le mettre sur une pôle que tu veux de gauche à droite pour essayer de repérer le poisson. Ça a l'air plus facile à dire que c'est, mais vous allez voir les tourneaux marines à côté, ils ont des sonores, ils ont même des belles pôles super heavy duty. Vous pouvez aller voir et parler de ça avec eux, ils vont vous expliquer la technologie encore mieux que moi je peux faire en 2 minutes ici. Il y a la technologie Panoptix aussi, c'est un peu semblable, mais c'est pas tout à fait pareil. Vous allez voir 360 de votre bateau, à la place d'avoir juste une ligne de 20 degrés de même. Fait que si je pêche à gauche du bateau, ma sonde est là, elle regarde de même, parce que je le mets de même, je vais avoir de la misère à pogner mon jig ou l'autre. Ça va être difficile. Fait que moi, je m'aligne comme ça, devant du bateau comme ça, je mets ma sonde de même. Fait que les gars en avant, puis moi, je vois les deux, donc je passe par mon sonore traditionnel. J'aurais un Panoptix, parce que un moment donné, j'ai pas gagné à la loterie non plus, je suis guide à pêche, fait que je les ai pas toutes. Le Panoptix, tu vas pouvoir voir tout le monde autour de toi. Par exemple, ça ne sera pas précis pour savoir c'est quoi la forme du poisson. Tu vas voir qu'il y a un rond, mais tu ne vas pas savoir c'est quoi. Avec le LiveScope, tu vois la queue ou la tête du poisson, c'est vraiment cool. Sonore 2D. Si vous avez un sonore et que vous ne comprenez pas le sonore 2D, achetez-vous pas un LiveScope, vous n'êtes pas rendu là. Il faut comprendre son sonore 2D. Le défaut de plein de gens, ça jette plein de bébelles et ils ne comprennent pas la base du sonore. C'est super important. Si vous êtes encore à mettre des poissons sur votre sonore, oubliez tout ce que je disais avant. On part de là. Parce que mettre Fish ID à off,
Là, vous allez avoir des arcs après. C'est quoi ça, ces bananes-là? Dans le fond, c'est quand le poisson entre dans l'angle de votre sonde, ça fait une barre. Ça veut dire si vous êtes arrêté sur Spot Clock avec votre moteur électrique, là, le poisson, s'il ne bouge pas, il nage sur place devant votre sonde, la barre va rester de même. OK, là, plus la barre est grosse, plus que le signal est fort, bien, plus ça peut être un gros poisson. Donc, exemple ici, moi je me sers de mon 2D, c'est super important. Quand je veux trouver les grises au même prix, l'iScope, je ne les vois pas au fond. Tu ne vois pas son collègue, c'est pas une technologie pour ça. Mais ici, on peut voir, regarde, il y a un arc ici. Ça, c'est mon iScope, je ne le vois pas. Là, ici, regarde, il y a peut-être une droite site, on voit, c'est difficile à voir, ça, mais c'est sûr que l'écran n'est pas un 300 pouces là, ici. Là. Mais, tu sais, c'est difficile à voir. Fait qu'on va voir une petite démarcation du fond, mais notre sonore 2D pour pouvoir servir de ça. Puis en plus, quand vous roulez à pleine vitesse, vous avez besoin de votre sonore 2D. Bon, c'est pas un cours sur le sonore 2D, mais c'est important de le comprendre. Vous pouvez guider votre sonore 2D. J'ai guidé longtemps avec un sonore 2D. J'en ai encore un à ma droite que mon père savait. On peut le mettre sur un Garmin, on peut mettre le A-Scope qu'on appelle. C'est un peu comme le. C'est plus en temps réel. Ici, c'est votre historique, là, si vous êtes débutant. Ici, c'est plus important que ce qui s'est passé. Votre sonore va partir là, fait que vous allez voir qu'est-ce qui arrive là. C'est de la base, là. Vous avez des questions, puis ça, vous allez même voir après. Passer le side imaging. Le side imaging, ici, c'est le centre. Ça, c'est notre bateau. Le bateau, il est là. On me suit? Le noir à chaque côté, ça, c'est side imaging. On voit chaque bord, le side, vous à chaque côté. Fait que le noir est l'eau. Plus vous avez épais d'eau, plus que le noir va être large, dans le fond. Moins vous avez épais d'eau, plus ça va être rétréci. Ici, on peut voir, ça a l'air d'être un fond de sable. Ici, il y a un peu de roche puis un arbre. C'est difficile à comprendre. Imaginez, vous êtes dans votre bateau, vous voyez comme ça, ça scanne. C'est comme un scan de haut. Je lis avec, hein. C'est comme difficile à... Même des fois, moi, j'ai de la misère à expliquer ce qu'on voit, de le comprendre. Mais c'est à force, ça fait 8 ans que j'utilise la technologie, même plus. Là, je suis plus définir c'est quoi. Là, ici, c'est assez simple. Là. Tu sais, que tu aurais un bateau dans le fond, c'est facile à voir. Mais souvent, on va faire ça sur le long d'une ligne d'air, de wingline. Là, moi, je me tiens, mettons, un exemple, sur Mosquée, mais je tiens à la longueur de canne, là, je m'en vais à 7000 à l'heure, là, je check mon side imaging, je check mon sonore. J'ai plus besoin de mon side imaging que mon 2D, parce que je ne peux pas rentrer mon leurre dans l'herbier, parce que là, il faut que je recommence à faire passe à chaque fois. Si on est sur le lac Memphremagog, on met ça super large, je peux aller jusqu'à 100, 150 pieds, que vous avez une bonne sonde. Là, on recharge des balais parlants, comme j'ai dit tantôt. Fait que tu t'en vas, il y a 1000 à l'heure à gagner, c'est 1.5, c'est long. Hop, j'ai vu un banc à 100 pieds à gauche. Je fais un waypoint. Un waypoint qui est une création d'un point sur votre GPS. Là, vous allez jusqu'à votre point après ça. Là, vous pouvez passer dessus, puis là, vous allez le trouver. Est-ce que ce qu'il vous dit, que si vous ne l'avez jamais vu, vous allez repasser 100 pieds direct où vous étiez? Impossible. Ou avec de la lock, là, pas chanceux de même. Fait que ça vous permet de repérer ce que vous n'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu à votre gauche ou à votre droite. Après ça, on a le down imaging. Le down imaging, c'est comme un scan du haut en bas. Ici, là, si je cacherais ça, des fois, on pourrait penser que c'est un banc de poisson. Quand ça fait des boules là même, mais non, c'est un arbre, c'est ça. Fait que des fois aussi, quand il y a un poisson, comme je vous l'ai montré tantôt, qui est collé au fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai montré direct sa petite butte, mais des fois, tu pêches sur ton down imaging, tu vas voir le point s'il est décollé du fond. S'il est décollé du fond, le point, ça veut dire que c'est un poisson. Si le point est collé au fond, c'est pas un poisson, ça va être une roche. Si je me sers moins cette technologie-là, je l'aime moins, c'est moins précis, mais c'est précis pour savoir si c'est un arbre ou un pan de poisson, c'est une roche ou. Parce que des fois, vous allez voir, il y a une barre dans votre écran de même. Là, tu check, là, tu vas voir si c'est un arbre sur le dans le milieu. Un truc que j'avais reçu de quelqu'un, tu le mets tu as des raccourcis dans ton sonore, tu le mets à raccourci. Mettons 1, 2, 3, 4, 5. Non, le 1 side, le 2, le down. Fait que quand t'es pas sûr, tu payes sur 2, paf, ça l'apparaît tout de suite, tu sais c'est quoi. Fait que là, tu marques l'arbre sur ton waypoint. Exemple, le tree, il va jusqu'à. Mettons, t'as 10 pieds d'eau, il monte jusqu'à dans 7 pieds, tu marques arbre 7. Fait que comme ça, quand tu sais que tu passes là, ça peut être bon autour de l'arbre, mais tu sais que tu passes ton leurre au-dessus de 7 pieds. C'est des questions, c'est technologie. OK. Bon, les techniques à la pêche intégrée ici, venez voir qu'elle venait à la pêche avec moi, même les enfants, ils vont capables d'en prendre du poisson. Ça, c'est Maïva, elle avait pogné une grise par elle-même à la jig. C'est une petite fille, elle était venue avec son père Francis. On avait fait une super belle pêche. Fait que tout le monde est capable d'en pogner. Les techniques populaires, la jig, la traîne, puis pêcher du bord. Aujourd'hui, je vais quand même prendre le temps pour le monde qui pêche du bord. Pas tout le monde qui est moyen dans un bateau, qui ont la chance.
Des fois, moi, j'ai commencé à pêcher quand j'étais jeune, j'ai appris à pêcher sur le bord d'une rivière. Je suis devenu un bon pêcheur à cause de ça. Ok, je vais vous expliquer ça aussi. L'équipement pour pêcher à la jig. On a besoin d'une canne, évidemment, là, mais une canne entre 6 pieds et 7 pieds. J'aime bien 6 pieds et demi, 6 pieds 8, médium, fast ou extra fast. Ça, c'est ton action de canne. Le médium éveil, c'est un peu trop. Je trouve que c'est trop fort. La canne, tu vas avoir moins de sensibilité, c'est pas fait pour ça. Le moulinet, on a toutes sortes de moulinets. Là. Moi, j'avais 2500, 3000. Si on pêche en profondeur l'été, j'aime mieux 3000, tu as plus de fil. 2500, des fois, tes limites, si t'en prends une grosse, tu as de la misère à gérer ta cloche, puis là, tu fais un an et demi que tu n'as pas changé ton fil, tu en as coupé, là, comme plusieurs on fait, là. Moi, je fais pas ça, mais souvent, on ne pense pas à ça, il manque du fil, il manque 200 pieds de fil ou 50 pieds, mais c'est 50 pieds de moins. Ou écadiguer. Quand tu repères un groupe de poissons, c'est pas parce que hier, avec ton chum, tu es à ton waypoint, qu'ils vont être là demain, ça peut avoir lieu, mais c'est important de scanner le poisson. Fait que, comme je recommence ça pour t'expliquer ça. Moi, quand je pars ma journée, j'aime bien faire de la traîne la première demi-heure pour repérer si les poissons sont là. Des fois, je ne mets même pas mes lignes à l'eau. Parce que là, à 1000 à l'heure, faire du scan, c'est super long. Fait que je ne mets pas mes lignes, je me promène. Là, je pourrais être à 10 000 à l'heure, 7 000 à l'heure quand tu as une bonne sonde. Tu te promènes, oh, ici, il y en a 5, oh, ici, il y en a 2. Mais tu ne vas pas jiguer quand il y a une ou deux grises. Ça ne vaut pas la peine. Le temps que tout le monde se descend, tu t'allumes ton offre, tu te mets sur ce spot-là, tu as au moins 5 à 6 poissons pour te donner une meilleure chance. C'est logique, plus qu'il y en a, plus de chances que tu as. Les leurres utilisées. Comme je vous ai dit, moi, il y en a qui prennent toutes sortes de leurres. Moi, j'aime bien être représentatif de la nourriture que les poissons ils mangent. Donc, on mange l'éperlant, et l'éperlant, c'est fin. Il y a plusieurs personnes qui montrent des gros jigs super larges ou un rappel de large. L'éperlant, c'est fin. On est au même Magog. On n'est pas avec Cyril Choquet au lac des Esclaves dans le territoire du Nord-Ouest qui pêche avec sa cuillère grosse de même. Il n'est pas épais parce qu'il pêche avec ça. Là-bas, ils se nourrissent différemment. Et je vois le monde, des fois, il essaie des grosses affaires. Je ne dis pas que ça ne marchera jamais. Il y en a des grises qui mangent d'autres grises. C'est ça, les grosses grises, ça se peut. Mais en général, on n'a pas trop des grises de 30 livres dans notre Magog. Fait qu'on va pêcher avec quoi qui se nourrit. Puis là, je viens de vous dire qu'on cherche quoi? Des bancs d'éperlants. Fait qu'on va pêcher quelque chose qui émite un banc d'éperlants. Un éperlant. L'éperlant, ça ressort un peu arc-en-ciel au soleil, sinon c'est grisâtre. Si tu pêches avec un leurre chartreuse, j'en pogne un chartreuse, c'est pas ça. Quand le poisson est actif, si le poisson n'est pas actif, il faut quelque chose de plus naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Rainbow, gris et noir, silver, ça c'est naturel. Même un petit bleu, des fois, ça peut être plus naturel. Donc, il y a plein de méthodes de pêcher. Comme j'ai expliqué tantôt, je droppez votre ligne, rien qui bouge. Tu sais, dans la scope, il n'y a rien qui bouge. Comment ça? Ben là, vous avez un paddle tail, vous avez de quoi de super agressif qui vibre à mort. Mais peut-être que cette journée-là, il faut une petite queue fitness, tu sais, en sprint de même, ça vibre moins dans l'eau. Peut-être que là, 3 jours, tout le monde était la veille, tout le monde pêchait au paddle tail de même, ça vibrait trop dans l'eau, puis ils n'aiment pas ça. Des fois, tu te lèves le matin, des fois, tu as mal à la tête, mais c'est le même principe que les poissons. Des journées, la pression, le soleil, les vagues, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'ils sont off, on appelle ça le fichier off. Dans ce temps-là, il faut travailler fort. Et ouais, s'il y a un bon pêcheur, c'est qu'il n'y a personne dans la pointe, puis le gars il en pointe. Vous êtes bon. Quand tout le monde dans la pointe, c'est facile. Je check à côté, des fois j'ai le pied en ça va bon. Lui a posé en pointe, lui en pointe, il en pointe. Il en pointe pas, dans ce temps-là, c'est moins le problème. Fait que, tu sais, si vous voyez que tout le monde en pointe, peut-être de changer votre tactique, c'est vous autres le problème. Même fait, de toute façon, il y a tout le temps des bateaux, là. Tu vois tout de suite quand le monde en pointe. Pêcher à train, c'est une technique populaire depuis plusieurs années, là. Ça fait des années que c'est bon, mais au même frais, le monde pêche tout avec un chapelet. Tout le monde prenait ça, là, tout le monde pêche au chapelet, l'extrait. On ne se fera pas de cachette, t'entends ça, tic-tic-ling, tout le monde accroché après le canne. C'est bon, oui, mais c'est pas tout le temps bon. À un moment donné, tout le monde pêche avec ça, la gang. Ils sont pas caves, les poissons, c'est des poissons éduqués au même Magog. Dans le Nord, ils n'en ont jamais vu. Au même frais, s'il y a 60 bateaux, tout le monde. Tout le monde dit qu'il y a 50 chapelets qui passent à l'eau, un vacarme dans l'eau. J'ai vu des GoPro, j'ai acheté une caméra qui n'est pas sur mon fil. Là. Ça mène un vacarme, un chapelet. C'est bon quand le poisson est actif. S'il n'est pas actif, je l'ai dit tantôt, il faut un peu plus finesse. Qu'est-ce qui est plus finesse pour faire de la traîne? Un streamer. Streamer, ça a-tu l'air de rien, un streamer dans l'eau? On va se dire, un streamer, c'est une mouche, là, une grosse mouche. Ça a l'air de rien, ça, mais c'est bon, Titi, quand le reste est plus dur. Je vous le dis, c'est super bon. Tu peux accrocher une corde plombée, une monelle, c'est tout quelque chose qui peut être bon.
C'est pas parce que tout le monde pêche avec ça que vous êtes obligé de pêcher avec ça. C'est de penser un peu plus loin. Comme j'ai dit, vous pouvez en faire au début de la journée. Si vous voyez que le poisson n'est pas réactif, puis vous n'en trouvez pas des dalles, ben là, vous allez vous promener, ou des fois, vous envoyez 2-3, c'est de passer à la traîne dedans. Il y a la barre, là, il est tout le temps facile à faire. Là, vous faites je sais pas, de cachette, là, tu fais la drop, qu'on appelle. C'est juste qu'à ce temps, tout le monde est cordé pour giguer. Essayez. Là, je vais vous dire un point personnel que je trouve plat. C'est pas parce que vous pêchez au downrigger, au chapelet, que tout le monde pêche de même. Moi, j'ai des plombants en arrière et j'ai des monelles. Fait que quand vous passez en arrière de moi, votre downrigger, parce que vous passez d'ici au bateau, vous arrachez toutes mes affaires et scrapez ma journée. C'est pas juste ma cheville, tu vas scraper la journée à l'autre, que lui, il a qu'un kit, là, il ne peut plus pêcher. Checkez vos yeux. Essayez de vous distancer. Un autre point, c'est qu'il y avait un peu sur le cas de passer. Il faut faire attention aussi. La pêche, c'est un sport. Il y a un esprit sportif dans le sport. J'ai joué au hockey, on écoute le hockey, là, je sais pas, on a vu Wayne Gretzky, on a vu McDavid en finale de la Coupe l'année passée. Ils n'ont pas rentré dans le dos pour le blesser, pour le sortir. Il y a un esprit sportif, ça fait partie du jeu. C'est la même affaire à pêche, on se garde une distance avec les autres. Tu sais, quand tu t'entends parler un et l'autre, tu peux te lancer ta bouteille d'eau parce qu'on est trop proche. Vous pouvez se mettre proche des guides, c'est pas de ne pas coller personne, c'est qu'à un moment donné, il faut se garder. Pour avoir une expérience de pêche, savoir ce que tu as fait avec ta femme la veille, moi à côté dans mon bateau, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas les autres non plus. C'est plate un peu, quand on pogne des poissons, on est quasiment pris dans l'autre. On fait attention à ça, on est bien ouvert, je fais des vidéos, on fait plein de choses, on essaie de vous en donner. Juste faire attention à ça, même en junk, de se coller en bateau. Si vous n'en prendrez pas plus parce que vous êtes à côté de l'autre bateau. Petit point. Pêcher de la rive, je trouve ça peu important de parler de ça parce qu'il y a des ados, des enfants qui commencent à pêcher, puis il y a des gens qui n'ont juste pas de bateau. Moi, j'ai appris à pêcher à Windsor, au barrage de Windsor. J'allais là, ma mère n'aimait pas ça, j'allais là, et moi, j'allais avec. Mais il faut être prudent quand on pêche les bas de barrage. C'est un beau spot. Toutes les bas de barrage sont reliés à des lacs, des poissons, des truites. Donc on va parler de la truite grise. Toutes les bas de barrage sont reliées au Matrimagog, c'est super bon, mais c'est aussi. Il y en a plein, je ne les nommerai pas exactement c'est où, là, parce que y en a qui vont toucher des roches. Là. Mais tu sais, c'est assez simple. Il faut une canne, tu prends une médium élevée, tu peux poigner n'importe quoi avec ça. Après ça, j'aime ça être direct, là, que souvent l'eau est un peu plus sale, je ne mets pas de fluorocarbone. Des leurres, qu'est-ce qui est pas pire, c'est des leurres avec des palettes. J'ai souvent pogné des fiches, des poissons avec des chadrapes, des musouris de même, des chadrapes, ça a une palette, c'est pas trop gros. Et qu'est-ce qui arrive, c'est faut pas que tu lances avec un gros bouillon jaune. Il n'y a pas de poissons là-dedans. Ils sont sur le côté de ça. Ça fait tout le temps un contre-courant, ou check ici. Au-dessus des sites, il y a un slack qui sont là-dedans. C'est là qu'ils sont les poissons. Important d'apprendre à pêcher dans une rivière. Parce qu'exemple, après ça, vous allez pêcher un lac, ça va être super facile. Fait que si vous éduquez des jeunes, vous êtes obligé de l'amener sur le bord d'une dame. Dans une rivière, il y a du courant partout. Apprendre à aller le courant. Les globiers vont vouloir aller sur le fleuve. Le fleuve, c'est une grosse rivière. Quand tu apprends à aller une rivière, tu aller sur le fleuve, c'est déjà dur, mais c'est un petit peu plus facile. Fait que si tu as juste appris à pêcher que ta flotte sur le bord du lac, tu vas avoir plus d'étudier à comprendre le comportement du poisson, pourquoi il est là, et pourquoi il se nourrit. Pourquoi il est là, c'est parce que là, ça fait un remous ici. Fait que là, ça ramène toute la petite cochonnerie à respirer, là, les particules, tout. Là, les petits manets vont aller manger ça, puis les gros vont être là. Un poisson, là, ça n'aime pas ça tout le temps nager, c'est lâche. C'est toi, t'aimes ça de. Tu te lèves, tu cours, tu manges, tu cours. On n'aime pas ça. Et maintenant, on va se reposer, le poisson, ça te manque. Puis quand il passe un appât, tente, il mange. Ça fait pas mal l'info d'une shot, là, je suis désolé, je garage ça. Fait que, c'est apprendre à vos jeunes à pêcher sur le bord de rivière, même vous-même, essayez de comprendre un peu. Le jour où vous allez comprendre ça, même en pêchant au vert, essayez d'éviter à la bonne place dans le courant. Il y a un courant, mais souvent un contre-courant, ça va être entre les deux que le poisson il va être. Si vous pêchez aussi dans des places comme ça, si là c'est sûr que c'est accrochant, vous allez dire, ah, je perds toutes mes leurres. Dans le fond, il y a un truc pour pêcher avec des leurres. J'en parle encore plus, mais c'est le même que tu vas poigner. Tu lances, tu donnes 2 coups de rille vite, tu snaps ta canne. Fait que le leurre, dans le fond, il y a une palette. Il va avoir de la traction quand l'eau est conforme. Fait que là, il va canter plus vite dans l'eau. Tandis que si tu ris tranquillement, il va partir un peu, parce qu'il y a quand même du courant. Il va partir, puis là, il va faire une petite U de même. Si tu le rentres tout de suite dans l'eau avec un coup sec, il va plonger, puis là, il va éclater dans le fond. Ça fait du bruit, là, du courant. Fait que là, avec ton leurre, il y a une bille, une petite bille quand il y a du courant même. Là, vous avez votre leurre qui va gagner la porte, ben là, ça va le stimuler. Là, il va venir attaquer. Un petit truc pour pêcher en rivière qui est facile,
Sinon, vous pêchez avec des leurres suspending, si vous avez trop peur d'en perdre des leurres des palettes, pêchez avec des suspending. Les suspending, ça va, votre leurre, dans le fond, il reste en suspension, il ne remonte pas à la surface. Vous prenez un Rapala F12, F13 ou F11, il arrête juste un courant, il va partir, il va être tout croche, tu n'auras jamais une action avec. Donc ça, c'est les trucs 101 pour pêcher de la rive. Donc, j'ai pas plus de temps que ça, il me reste à peu près une minute. Je vais vous dire, si vous avez des questions, venez me parler de pêche, on peut parler là ou à mon kiosque, venez me voir, je vais vous montrer mon masqué que j'ai pogné, c'est très impressionnant. Puis pour des réservations, c'est pas compliqué, il faut être jusqu'à 4 personnes au même prix Magog. C'est des groupes de 4 personnes, c'est 6 heures de pêche, puis j'ai 4 heures de pêche. Puis j'ai besoin d'un dépôt, pour que je me payer ça au complet, puis faire un dépôt, puis on s'envoie à la journée, puis on paye la totale à. Fait qu'on pogne environ des trucs, ça ressemble à ça. Tout le monde est capable d'en prendre, puis je vais vous montrer la technologie LiveScope, tout est tenu dans le bateau. Puis si vous voulez apprendre, c'est votre chance d'augmenter vos pourcentages de pêche après pour pogner les poissons. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la conférence. Merci beaucoup.